d'être à nouveau réunis aujourd'hui dans le cadre de notre table ronde. Celle-ci est la 4e. Nous souhaitons la bienvenue à tous, à ceux qui sont là et à tous ceux qui viendront, nous l'espérons, un petit peu plus tard, pris peut-être par des occupations diverses. Aujourd'hui, nous développerons dans une première partie une synthèse de notre dernière table ronde qui a concerné la justice transitionnelle. Et puis, surtout dans un deuxième temps, nous traiterons d'un sujet que je qualifierais d'extrêmement important, puisqu'il s'agit de l'organisation, en tout cas de l'armée congolaise de demain et des forces de défense et de sécurité. Ces forces de défense et de sécurité sous-tendent la gestion d'un pays dans le cadre de la défense de ce territoire qui est notre cher beau pays de 342 000 km² et je crois de près de 5 millions d'habitants qui, eux, dans le Congo de demain, doivent vivre en sécurité et donc en paix. Mais pour vivre en paix, ce pays doit réunir les conditions nécessaires et faire en sorte que ces forces de défense assurent la sécurité et en même temps la défense du territoire. Aujourd'hui, la situation, nous la connaissons. Sommes-nous réellement en paix? Enfin bon, ça c'est une question qui est encore en cours de débat. Je ne vais pas m'étendre sur la suite, puisque un certain nombre d'exposants ici parleront encore mieux que moi en ce qui concerne notamment ce sujet. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là en vous souhaitant à nouveau la bienvenue à tous. Merci. On m'a chargé de pouvoir exposer rapidement un problème qui est fondamental chez nous, c'est le problème de l'armée et des forces de l'ordre. Mais vous verrez très bien que dans mon intervention, je vais beaucoup plus insister sur l'armée et par la suite vous comprendrez pourquoi. D'abord, des choses historiques. Lorsque nous prenons le cuirassé de Potemkin, vous voyez de quoi on parle. Quand on prend le Soudan, quand on prend l'Algérie, quand on prend la Tunisie, on peut même parler du Burkina, tant que l'armée n'accompagne pas le peuple, il est très difficile effectivement qu'un soulèvement se fasse. Donc c'est un peu normal que nous puissions prendre le problème de l'armée et qu'on ait un traitement tout à fait particulier par rapport à cette entité qui est l'armée. Bon, donc on va faire l'historique gratuit de l'armée en prenant quelques points qui vont peut-être expliquer la suite. La première chose, c'est que quand notre armée est créée, c'est une armée néocoloniale. Ce sont les Français qui, en fonction de leurs propres objectifs, décident de former des officiers, etc. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Le véritable mouvement d'une armée nationale se fait notamment avec les événements du 13, 14 et 15 août, lorsqu'effectivement l'armée est dépositaire pratiquement de tout ce qu'on a pu appeler la révolution. C'était la force sociale qui est la plus constituée. Donc c'est un peu normal que un certain nombre de choses soient descendues au niveau de l'armée. L'armée est importante chez nous parce que, qu'on le veut ou non, même si on ne le dit pas, l'armée à l'heure actuelle fait le pouvoir. Donc, si on ne travaille pas sur le problème de l'armée, tout ce que nous sommes en train de proposer risque d'être des choses qui vont être mouvantes pour la simple raison que l'armée est capable de vous faire un coup d'État même en plein changement. Donc c'est un problème que nous sommes obligés de gérer. L'armée au Congo a été importante. Il n'y a qu'à voir que 3 présidents ont été militaires sur 6. Alors, par contre, lorsque nous parlons de la période de 68, je vais prendre le cas d'un officier qu'on appelait le lieutenant Ange Diawara,
quand il est intégré dans l'armée, très rapidement, il se rend compte effectivement que l'armée commence à faire partie de quelque chose qu'il va appeler l'obumitrie. C'est-à-dire, une oligarchie est en train de se créer qui est en même temps bureaucratique, militaire et surtout tribaliste. Donc à partir de 68, effectivement, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui commencent à se défiler. En 70, dans les années 70, les autorités proclament quelque chose. Ils disent le pouvoir est au bout du fusil. Mais le pouvoir de qui? Est-ce le pouvoir du peuple ou le pouvoir d'une partie du peuple? On peut se poser un point d'interrogation. Autre chose dans les années 70, lorsqu'on dit à Ngouabi, camarade président, si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Et si tu recules, nous t'abattons. Ce mot d'ordre qui est sorti chez les bérets rouges, je crois que tout le monde se rappelle. Alors, Ngouabi, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'impérialisme français ou par rapport à ce qui se passe au niveau du Congo que ce mot d'ordre est donné? Mais pour donner une partie de la réponse, en 1977, quand le camarade président a reculé, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a abattu. Donc, très rapidement, l'armée, l'APN à l'époque, je crois, l'APN à l'époque, devient en quelque sorte un instrument presque tribal pour avoir le pouvoir. Et ça explique le fait que, à la mort de Ngouabi, une junte ethnocentrique a pris pratiquement le pouvoir. Ça traduit en même temps l'importance de l'armée, mais en même temps ça traduit également le fait que la tribalisation que nous regrettons à l'heure actuelle au niveau de Brazzaville, elle est un peu passée par l'armée aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, je me permets effectivement de prendre globalement le nombre des officiers. Il y a 21 généraux. Parmi les 21 généraux, il y a 27 qui sont mochis. Et parmi... 27 généraux, donc 21. Oui, donc voilà, dans 21, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, 27 généraux, dans 21 qui sont mochis. Et parmi ceux qui sont mochis, il y a la moitié qui est pratiquement du camp présidentiel. Ils sont de Yo, il faut le dire. Non, de La moitié. La moitié. De la cuvette. La cuvette. Voilà, la cuvette. Okay. Alors, ça veut dire tout simplement que c'est toute une région qui a la grosse hiérarchie de l'armée. Et c'est ce qui fera que, quand on arrivera à la conférence nationale, le pari qui fera d'abord le discours explosif, parlera pratiquement de la mbochisation de l'armée. C'est vrai que, moi, le terme me gêne un peu, mais il faut appeler le chacha. Quand vous allez à Brazzaville, la population sait que, effectivement, une seule région a la grosse partie de l'armée. Donc ça, c'est des équilibres qui existent. Bon, nous dirons quand même que, heureusement pour nous, que tous les militaires ne font pas partie de ce clan-là. Il y a des militaires, des officiers qui ont vraiment été formés et qui sont là, malheureusement, ils n'ont pratiquement pas de responsabilité. La deuxième chose pour finir ma grosse présentation de l'armée, c'est de dire quand même, il y a quelque chose par contre que nous devons souligner, malgré ce tableau noir que je viens de dépeindre un peu, c'est que sans l'apport de l'armée, nous n'aurions peut-être pas eu la conférence nationale. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit, si le peuple n'arrive pas à faire sa jonction avec l'armée, comme pour le cuirassé de Potemkin, il va être très difficile d'aller vers le changement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons du problème de l'armée. Bon, rapidement. Rapport entre l'armée et le peuple. Pour le peuple, pour la plupart des Congolais, l'armée est vue comme une force d'occupation, une force de répression. Ils sont sûrs que les militaires ne se lèvent que lorsqu'ils doivent taper sur le peuple.
Il y a des tas de gens qui disent que quand les Angolais sont entrés du côté de Kimongo, on n'a pas vu les militaires bouger. Il n'y a pas trop longtemps, il y a des gendarmes gabonais, je crois, qui sont allés, qui sont sur notre territoire, les gens n'ont pas bougé. Donc, le peuple a l'impression que l'armée n'est là que pour taper sur la population. Première chose. La guerre du Poule, les massacres du Beach, les événements de Wando vont dans ce même sens-là. Les populations pensent effectivement que quand il a été question de taper sur les populations, les militaires étaient présents. Allez demander à l'heure actuelle au niveau de la population du Poule ce qu'ils pensent de l'armée. La réponse, vous la donnerons assez facilement. Alors, en plus, les populations considèrent les militaires comme étant des nantis. Pourquoi des nantis? Parce que pendant qu'eux, ils ont des difficultés pour avoir leur salaire, en tout cas, les salaires des militaires sont déjà payés. Première chose. La deuxième chose, c'est que le peuple également considère les militaires comme étant des nantis, parce que lorsqu'un colonel se présente ou même un capitaine-lieutenant se présente, on ne va pas le respecter de la même façon qu'on ne respecte pas un docteur. Première chose. La deuxième chose, même du point de vue de la hiérarchie des salaires, je n'ai pas envie d'aller dans les profondeurs, lorsqu'on prend la hiérarchie au niveau de l'armée, elle n'a rien à voir avec celle des civils. Donc les civils estiment que les militaires, ça fait en fait un corps à part. Donc en gros, pour parler des relations qu'il y a entre la population et les militaires, voilà, nous pourrons dire ça. Nous allons maintenant parler de la situation actuelle de l'armée. Mais globalement. Bon, nous savons déjà que les effectifs sont pléthoriques au niveau de l'armée, parce qu'on peut même se poser la question. Beaucoup de gens m'ont téléphoné pour me dire, mais est-ce qu'il ne serait pas question de supprimer complètement l'armée? Je dis non, pour le moment, passer sur cette marche d'escalier, ça va être compliqué. Pour le moment, parlons de l'armée telle qu'elle est à l'heure actuelle. Effectif pléthorique. Recrutement désordonné. Dans le temps. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui peut aller dans mon sens. Dans le temps, quand on voulait faire des recrutements, il y avait des quotas. On envoyait effectivement des délégations militaires dans les régions pour pouvoir faire les recrutements. À l'heure actuelle, ce type de recrutement, ça ne se fait plus. On ne fait plus ce genre de recrutement-là. Donc c'est le recrutement qui passe un peu qui passe sous le manteau, et ce qui a tendance à renforcer ce que j'avais déjà dit, qu'une grosse partie de l'armée est, à l'heure actuelle, tribalisée. Sans que je sois en train de jeter la pierre sur les militaires, mais les militaires qui sont vraiment des militaires républicains savent que ça, c'est quelque chose que nous devons, en quelque sorte, corriger. Donc, en dehors de ces problèmes de recrutement qui se fait, beaucoup de recrutements sont passés par les miliciens qui avaient fait la guerre, donc qu'on a recruté. Et il y a aussi le fait que, à l'heure actuelle, les recrutements à l'intérieur de l'armée sont devenus un élément pour faire l'ajustement par rapport au chômage. Est-ce que la plupart des recrutements qu'on est en train de faire à l'heure actuelle dans l'armée sont des recrutements indispensables? On peut se poser une point d'interrogation. Alors, le problème qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les missions de l'armée pendant la transition, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement. La première, donc, il y a quelques propositions que j'ai données, et vous êtes chargé bien sûr de me compléter, de donner les autres propositions, parce que moi je ne fais que ouvrir le bal en quelque sorte et puis donner un certain rythme. La première chose, c'est qu'il faut envoyer à la retraite tous les militaires qui ont fait leur carrière. Il faut les envoyer donc à la retraite. Étant donné l'importance de l'armée dans notre pays, une réorganisation des missions du contingent est indispensable.
avec la participation des militaires en fonction des objectifs de la nation. Donc, pendant la transition, nous devrons nous asseoir avec les militaires, les civils, les politiques, pour déterminer quelles sont les véritables missions qu'on doit donner à l'armée. Pour une raison très très simple, c'est que par rapport à ses missions d'origine, l'armée a beaucoup changé. Elle est devenue en fait l'élément de préservation du pouvoir. Et n'est plus l'élément qui sécurise les populations, mais elle est plutôt l'élément qui sécurise le pouvoir. Donc ça, pendant la transition, nous sommes obligés de le faire. Pendant la transition, il faut que nous demandions aux militaires qu'ils fassent un choix. Parce qu'on voit des militaires qui sont militaires, politiques et en même temps hommes d'affaires. Il y a quelque chose en plus là, je crois. Il faut demander aux militaires de faire un choix. Quand on est militaire, on ne peut plus être politique, ou on peut être politique. On peut être politique, mais dans ce cas, il faut quitter l'armée. Également, on voit qu'à Brazzaville, la plupart des affaires, il y a toujours plus ou moins un militaire qui est intégré dedans. Donc ça, il faudrait absolument faire un choix. Et la dernière proposition, toutes les milices doivent disparaître au niveau de Brazzaville, première chose. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait effectivement un ramassage d'armes. Il faut absolument qu'il y ait un ramassage d'armes. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi le procès de Dabira l'a dit à demi-mot, en disant que il y a des armes planquées quelque part. Et nous savons très bien que du côté de Chambicho, il y a certainement, si ce n'est des armes, des troupes qui doivent sommeiller là-bas. Donc, pendant la transition, il faut qu'il y ait un ramassage d'armes sur toute la République. Bon, ça, c'est les quelques propositions que j'avais donc à faire pour la transition. Maintenant, je viens sur les suites, les missions à venir de l'armée. J'avais dit que l'armée congolaise était pléthorique, donc budgétivore. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la quantité d'argent que nous perdons avec l'armée. Donc, la seule guerre qui existe au Congo, puisque notre armée n'a jamais eu à affronter un voisin, la seule guerre qui vaille la peine d'être commencée, c'est la guerre que nous avons contre la pauvreté et contre la misère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous regardons la Chine et le Vietnam, nous savons très bien que le fait de rendre l'armée productive a été de beaucoup dans l'essor économique que nous voyons maintenant par rapport au Vietnam. Mais finalement, quand je parle de ça, je ne parle rien de nouveau. Qui a fait le boulevard des armées? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est l'armée. C'est l'armée, c'est les militaires. C'est génie civil. D'où venait le matériel avec lequel on a fait le boulevard des armées? Il venait de l'Union soviétique. Les soviétiques nous ont proposé des chars et des canons. Par contre, les militaires progressistes qui étaient là ont pensé effectivement qu'au lieu de nous donner des chars et des canons, valait mieux qu'on puisse effectivement travailler au niveau du génie. Voilà. Donc l'armée a été un moment productive. Il y a eu des imprimeries dans l'armée. Il y a eu également des menuiseries dans l'armée. Pourquoi à l'heure actuelle, pendant qu'on a du bois, on n'arrive pas justement à donner suffisamment de bancs à tous les élèves? Donc nous pensons qu'il faut une armée de métier et que cette possibilité de rendre une armée productive, participant à la production, elle existe dans d'autres pays, elle a existé. Et je crois que pourquoi est-ce que nous ne prendrons pas cette façon de voir? Donc l'armée congolaise est une armée de métier. La deuxième chose, c'est l'achat massif des armes de guerre. Disons-le, est-ce que vraiment le Congo a besoin de tant d'armes que ça? Au lieu d'acheter des chars, valait mieux d'acheter plutôt des tracteurs.
Mais ça, on ne le fait pas. À chaque année, on achète un peu plus d'armes. Donc je pense que pour l'armée du futur, nous devrons déjà, pendant la transition, voir effectivement ces objectifs-là. Donc voilà en quelque sorte les points qui sont importants. Mais je ne pourrais pas finir cet exposé qui est rapide sans dire justement que ma proposition, qui a été la proposition du groupe effectivement, était de dire si nous demandons une transition sans Sassou, nous sommes, et son système, nous sommes obligés également de demander aux militaires de les responsabiliser, de dire de toute façon, l'armée appartient à la population. Les militaires ont des frères, ont des sœurs, ont des femmes qui vivent dans la misère. Donc, ils doivent épauler le peuple dans ce grand mouvement populaire. Donc, notre proposition est que nous rentrons un peu dans le plan A, de dire effectivement que il faut lancer, je ne parlerai pas d'appel, mais ça y ressemble fortement, il faut demander aux militaires, en tout cas ceux qui sont restés républicains, qui pensent effectivement que notre pays est en train de couler, de leur demander qu'ils donnent la main à leur peuple pour que tous ensemble, on puisse voir le changement. Alors, donc j'ai fini à peu près l'intervention globale qu'on avait demandée, mais il y a 3 questions qui me viennent à l'esprit que je vous poserai volontiers. Qu'attendons-nous de l'armée dans le cadre d'une transition? C'est la première question. Qu'attendons-nous de l'armée dans une transition? Quel est le rôle que nous attendons de l'armée? Première question. Deuxième question. Quelle armée pour la transition? Sa composition et ses objectifs pendant la transition. Et la troisième question, quelle composition et quelle mission pour l'armée à venir? Donc, si certains ont des réponses pour compléter le petit travail que nous avons fait, nous sommes à l'écoute. Donc, je finis pour dire, sans l'armée, ce sera difficile. Encore, devons-nous savoir éventuellement de quelle armée s'agit-il? La chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs armées qui existent. Il y a une partie de l'armée qui n'a même pas droit aux armes. Et qu'à l'heure actuelle, il y a des missions qui sont un peu bizarres. Quels sont ceux qui vont au pool? Est-ce que c'est les policiers ou les militaires? Chez Nsuru, les hélicoptères qui étaient là, c'était l'armée ou la police? Pour les disparus du beach, est-ce que c'est l'armée, la gendarmerie ou la police? On ne sait pas. Donc il existe plusieurs armées, dont l'armée qui est restée républicaine, à mon avis. Merci bien. Bon, Martial Matingou. Bon, je reprends la parole. J'avais été désigné pour le mot introductif, mais je vais être assez bref parce que je pense que je vais donner la parole au colonel Souga qui est à ma gauche et lui donner mes minutes. Je sais pourquoi je le dis, parce que je pense que ce qu'il aura à dire va très probablement compléter une partie, sinon une très grande partie de ma vision. Mon colonel. Je suis Souka, colonel de mon État. Je pense que j'ai la légitimité de parler des choses militaires. Parce que toute ma vie a été consacrée à cette institution. Depuis l'école d'enfants de troupes, rentrée en 1968, sortie en 1975, j'ai fait une préparation ici à Toulon de 75 à 77, où j'ai fait le concours de Saint-Cyr
de 77 à 79, hein, école spéciale militaire de Saint-Cyr, et donc quasiment tout le cursus français jusqu'à l'école de guerre. Donc techniquement, je peux parler de l'armée. Maintenant, les affaires politiques, ça, j'ai mon idée que je vais essayer de vous faire partager. Alors, je pense que, effectivement, je complète mon frère qui a pris la parole en premier sur ce sujet. Si on n'a pas une armée au service du peuple, le pays ne peut pas marcher. Ça, c'est le théorème de base. Alors, je vais vous expliquer, en vous donnant d'abord l'instantané des forces armées congolaises actuelles, hein, une photographie des forces armées actuelles, et nous allons parler de quelle armée pour demain, à la suite. D'abord, faut voir que les effectifs de l'armée actuellement sont fantaisistes. Au Congo, demandez à n'importe qui, prenez... normalement, l'administration devrait donner des effectifs, même si ce n'est pas exposé à tout le monde, mais quelque part, on trouve le nombre de militaires. Au Congo, c'est pas ça. Est-ce qu'ils sont 10 000? Est-ce qu'ils sont 100 000? On ne sait pas. Ça, c'est une première chose. Et cette fluctuation est normalement mauvaise pour l'administration, pour la gestion du pays, déjà. La deuxième chose qui est remarquable tout de suite, c'est que la troupe est jeune. La troupe est jeune, mais la hiérarchie est vieillissante. Et la haute hiérarchie l'est encore plus. Il suffit de voir au moment des prises d'armes, hein, mais vous n'allez pas à la guerre avec des bédonnants, même si je suis un tout petit peu... Hein. Moi, j'avais un professeur à Saint-Cyr qui nous avait dit que l'intelligence de Napoléon était inversement proportionnelle à son tour de taille. C'est-à-dire que, et je peux vous assurer que c'est vrai. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est la pyramide des grades. La pyramide des grades dans notre armée est inversée. En d'autres temps, les Français se moquaient en disant que c'est l'armée mexicaine. C'est vrai. Il y a plus d'officiers que de la troupe. Tout ça sont des éléments négatifs qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est-à-dire que quand nous allons avoir affaire à traiter les questions de changement, de comment faire, eh bien, il faut avoir ces éléments. Quelle est la caractéristique sociologique des forces armées congolaises aujourd'hui? C'est d'abord la prédominance régionale. En aparté tout à l'heure, moi j'ai expliqué, j'ai raconté comment nous avions déterminé avec certitude que 60%, à l'époque encore, moi je parle 1997, c'est-à-dire qu'on est à la veille des événements malheureux de juin 97, 60% de l'armée était connotée déjà d'une région précise. 60%. Et pour cause, pendant une bonne trentaine d'années, les chefs militaires étaient les principaux chefs militaires étaient de cette région, et donc ils ont fait des recrutements. Yakanoki, Teke, Ofutama, Nabraza. Par charter entier, on envoyait des gens formés. Donc ça, il faut tenir en ligne de compte. Les recrutements, comment se sont faits quelquefois les recrutements? Moi, je me souviens, la garde présidentielle en 1989-88,
les Français avaient envoyé ce qu'ils appelaient un DAMI, c'est-à-dire un détachement de coopération, avaient envoyé à Brazzaville, et la garde a été recrutée en disant, mais c'est au village, ça va se passer au village. Mais n'importe qui ne pouvait pas aller à leur village pour se faire recruter. C'était au moins une façon très sûre de recruter des gens déjà bien connus. Maintenant, après les événements de 97, après la guerre, on a recruté les Cobras. Ça, c'était maintenant manifeste et tout. Et donc, le pourcentage que je vous ai donné en premier, aujourd'hui, n'est plus valable. C'est pire peut-être. Ça, il faut tenir en ligne de compte. C'est-à-dire que quand nous allons avoir à trancher sur les problèmes militaires, il faut savoir que l'armée n'a plus la confiance du peuple. D'abord, cause parce que mon frère l'a dit, les agissements des militaires contre les populations ont été tellement négatifs qu'on n'a plus confiance. La violence aveugle et la soumission à un individu ou à un clan fait en sorte que plus personne, congolais normalement, ne compte plus sur l'armée, y compris les gens de la région. Pour eux, l'armée, à plus forte raison maintenant, avec les événements du 4 décembre, il n'y a plus, en tout cas à Brazzaville, il n'y a plus d'unité précise. On ne sait plus où sont les unités. La capacité opérationnelle maintenant. Nous avons vu les effectifs, les caractéristiques sociologiques, la capacité opérationnelle. Elle est nulle. Excusez-moi de vous le dire. Moi, je vous ai, de prime abord, je vous ai expliqué que je sais ce que c'est. Je peux vous assurer que, je vous donne une petite anecdote. En 1997, les Français, la France a envoyé une demi-brigade à Brazzaville. Pour la première fois, j'ai vu toute la hiérarchie des grades de l'armée française sur le sol congolais. Depuis 1964, quand ils étaient partis, plus jamais on avait vu. On voit l'attaché militaire, oui, tiens, c'est un commandant, c'est un colonel. Mais on n'avait jamais vu un soldat, un caporal-chef, un lieutenant. Mais en juin 1997, il y avait une demi-brigade. Dans cette demi-brigade, il y avait 18 Saint-Syriens. Et dans ces Saint-Syriens, il y avait mes camarades de promo, militaires et Colassans. Eh bien, ces gens étaient venus pour régler les problèmes de la France, certes. Mais la façon dont ils ont travaillé, moi j'ai regardé, bon c'était correct, l'état-major était constitué, le travail était fait de manière impeccable. Mais de notre côté, si nous avons eu tant de problèmes pour régler une situation militaire qui se posait à nous, c'est parce qu'il y avait de l'amateurisme. Il y avait de l'amateurisme. Les Français ont fait le travail, ils ont pris les transats, ils sont partis. Après, on n'a pas su gérer correctement les choses. Je peux vous l'assurer, moi j'étais au plus près des affaires, mais c'était difficile. Quand il s'agit de... Parce que, à un moment donné, nous n'avions... RFI, tous les médias occidentaux ne parlaient que d'un camp, finalement. Mais quand il s'agit de rétablir la vérité, mais c'était difficile. Moi, j'ai dit au chef d'état-major de l'époque, c'est pas possible, on ne peut pas laisser dire certaines choses. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative d'aller à la radio et à la télévision, pour ceux qui se souviennent, pour dire que non, l'armée, parce que je représentais l'armée, les forces armées congolaises, je suis allé, mon initiative personnelle, j'ai demandé au chef d'état-major, je dit, chef, tu veux bien que je dise ça? Il me dit oui, oui. Bon, je suis allé dire, rétablir les choses. Effectivement, après ce discours-là,
Et RFI avait changé sa façon de parler. Vous êtes au courant. Donc, cet amateurisme s'est empiré. Hein? C'est-à-dire que les entraînements, l'instruction n'est pas faite. Il y a des groupuscules de forces, hein, qui sont entraînés, qui sont peut-être armés, mais le peuple ne peut pas compter sur ces éléments-là. Ça, il faut en tenir compte. Je dis que la capacité opérationnelle est nulle aussi. Bon, prenez l'exemple du 4 décembre 2012. 4 mars 2012. Mais je dis 4 décembre, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait des précédents. Même endroit, même problème, mais c'était circonscrit parce que c'était un peu plus petit. Bon, des obus avaient déjà pété, tout cela. Donc, la deuxième vague, c'est incompréhensible. La deuxième vague est arrivée. Bon, on se demande comment les militaires peuvent ne pas suivre le règlement. Et on ne va pas me prouver, bon, certains vont dire, ouais, peut-être lui c'est par méchanceté, ou bien, non, non, les résultats sont là. Des familles ont perdu les leurs. Pourquoi? Parce que les militaires ont été incapables d'appliquer leur règlement. Nous n'avons pas une armée. La réorganisation qui a été effectuée après la guerre civile est aussi une preuve de l'incapacité, dans la mesure où, mon Dieu, on a délaissé les unités de combat pour renforcer des unités comme la police, la garde présidentielle, ou des unités comme les parachutistes, parce que bon, les chefs sont parachutistes. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas une armée. Cette armée-là est incapable d'une guerre défensive. Nous ne pouvons pas compter sur des gens comme ça. C'est pourquoi les Angolais à Kimongo peuvent rentrer et faire ce qu'ils veulent. Même les Gabonais, ben, ils rentrent et font ce qu'ils veulent. Et normalement, si on avait un outil vraiment de défense, parce que c'est ça l'objet, l'armée doit défendre le territoire, sanctuariser le territoire. Si nous avions... mais on sait que le danger c'est à tel endroit, c'est pas à un autre endroit, mais c'est là où vous mettez les militaires. Et ces militaires-là dissuadent les pays étrangers à faire n'importe quoi sur notre sol. Donc il se trouve que si nous avions la situation de nos frères africains qui ont affaire avec Boko Haram ou les autres un peu plus haut avec des djihadistes, je peux vous assurer qu'il y a longtemps, la nation congolaise n'existerait pas. Alors que la mission des militaires, c'est ça. Nous allons en tenir compte et dans les propositions que je vais faire, je sais, ce sera radical, mais c'est des idées que j'avance, hein. Ce n'est pas... C'est à discuter. Mais toute réflexion faite, et ayant travaillé dans le milieu militaire, connaissant la valeur de nos compatriotes, moi je pense que l'armée, il faut des mesures radicales. Mais qui va prendre des mesures radicales? On a parlé des instances tout à l'heure. Je suis convaincu que pour changer les problèmes militaires au Congo, il faut le peuple entier, c'est-à-dire un consensus du peuple, mais cela ne peut s'obtenir que par une messe, un congrès de tout le peuple réuni, ou les représentants du peuple. Pourquoi? Parce que
au sortir des instances de ce genre, personne ne va discuter les mesures qu'on va prendre sur les problèmes de défense du territoire. Pas de l'armée, mais de défense du territoire. Alors, quelles sont mes propositions? Moi, je pense que on doit choisir si on veut un outil de défense en tant que tel ou une situation, une option sans militaire du tout. Ce n'est pas aberrant. Le Costa Rica est un pays placé en Amérique centrale, en plein milieu de tourmente. Ils ont comme voisins Panama, Nicaragua, Guatemala, qui sont tous en guerre. Eux n'ont pas d'armée depuis 1948. Et ça marche très bien. Donc, deux options. Soit on choisit de faire un outil, mais vraiment ce sera un hérisson qui va protéger le territoire. C'est-à-dire que l'armée ne sera plus l'armée des villes. Ça va être l'armée aux frontières, en face des dangers. Parce que, comment ça se passe ici? Ici, on élabore un livre blanc dans lequel où il y a des options et à côté, le matériel, enfin, un chapitre sur l'argent à trouver pour mettre en place. Et on fait pareil, on fait comme les autres. Nous savons que le danger ne peut venir que d'ici, de telle direction, et il n'y a pas de soldats. Ou les soldats qu'on met, c'est des pieds cassés. Mais non. Non. Donc, si on veut un outil, alors, à partir de ce moment-là, on débarrasse toute l'armée d'aujourd'hui. On liquide comme on fait une entreprise. Hein? Liquidation. On paye les droits. On donne les formations aux militaires qui veulent. Et tous, on dit, bah, c'est terminé pour vous. Hein? Vous passez à la caisse, vous touchez votre argent. Et on va recommencer. À partir de ce moment-là, on fait un recrutement sur la base de ce que nous avons déterminé. Enfin, je dis nous. Le pays aura déterminé, bon, on veut des militaires grands ou des militaires petits, courts, bon. Mais les anciens, tout le monde dehors. Ça ne veut pas dire qu'on ne recrutera pas les anciens. Les anciens qui peuvent revenir, qui remplissent les critères, ils peuvent remplir. Mais pour éviter le bruit, puisqu'on connaît comment sont les Congolais, ils vont puisqu'on a un précédent. Hein? Ils étaient partis dans leur région quand la transition est arrivée, Milongo s'est retrouvé, mais sans l'armée. Et les soldats et les officiers, surtout les officiers, étaient au village. Ça, il faut l'éviter. Ils ont les droits, ils sont au village, mais parce qu'ils sont démobilisés. Ils sont démobilisés. On a payé les droits. Pour ceux qui veulent travailler dans le civil, on leur apprend, tu veux être commerçant. Voilà comment on fait, hein, un livre de compte, voilà machin. Parce qu'il n'a pas pris ça dans l'armée, on le lui apprend et il va faire, avec son pécule, il va faire le travail dans le civil. C'est pour éviter des secousses, des bêtises qu'ils font avec les armes qu'ils ont gardées. Machin. Donc on liquide et on fait une nouvelle armée. Cette fois-ci, un noyau de militaires qui seront consacrés à la défense du territoire et cet élément, on leur donnera des moyens de projection parce que nous ne pouvons pas mettre 100 000 hommes, hein, une armée de 100 000 hommes, mais on peut former une armée et leur donner les moyens de projection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un problème à l'Iranga, on prend les unités combattantes dans les 24 heures, qui sont à Kimongo par exemple, hein, dans les 24, 48, même 48 heures c'est trop. C'est-à-dire que dans les 12 heures, instantanément, ils sont projetés devant le danger. Hein. On leur donne les moyens. Hein.
de projection qui leur permettent de travailler sur tous les territoires aux frontières. Cette armée sera évidemment bien payée. Pourquoi bien payée? Parce que la corruption, c'est ça qui mine en fait. Hein. Vous avez des généraux qui gagnent autour de 3 000 euros, hein, l'équivalent de 3 000 euros, mais qui ont des Porsche Cayenne, mais qui coûtent 150 000 euros. Comment ça se fait? Bon, pour éviter ça, puisque eux, ils sont dans la forêt, puisqu'ils sont en train de travailler, pour mettre leur famille à l'aise, il faut qu'ils soient payés à la hauteur, au moins, qui n'ait pas de problème de subsistance. Voilà. Voilà. On a les policiers, il faut les voir dans les ronds-points en train d'arraisonner c'est parce que, avec leur salaire, mais puisqu'ils ont plus la force, ils ont la force plus, de coercition qu'on leur a donnée, hein, que le peuple leur donne, légalement, eh bien, ils en profitent pour faire ça. Mais non, dès lors qu'ils seront bien payés, positionnés avec des missions, ce sera terminé. Ce sera terminé. Enfin, quelle est la doctrine? Moi, je parlais d'options sans armée. Cela n'est possible que si on met en place une politique adéquate. C'est-à-dire, bon, moi j'appelle de mes voeux, et ça, il faut le penser, une politique de voisinage, de bon voisinage qui fasse que on n'a pas de danger. Si vous n'avez pas d'armée, vous avez une grosse gendarmerie et une grosse police, certes, pour les problèmes intérieurs, mais vous n'avez pas d'armée, mais mettez en place une politique telle que on ne va plus voir ce qui est arrivé en octobre 1997, hein, c'est-à-dire les avions de chasse angolais qui sont venus bombarder Brazzaville, ou l'invasion des troupes angolaises sur Brazzaville qui sont passées par le Gabon. Mais non, c'est-à-dire que puisqu'on s'entend, mais les Gabonais ne vont pas dire... ou les Angolais ne vont pas... Hein, il faut mettre en place donc une politique de bon voisinage, les affaires étrangères en conséquence, puisque nous n'avons plus d'armée. Et puis, déclarer aux yeux de tout le monde entier que nous n'avons plus d'armée, les histoires... Mais non l'argent qu'on versait aux militaires, ou... Hein, le frère a dit que son budgétivore, eh bien, cet argent-là, va servir pour autre chose, pour l'éducation nationale, pour la santé. Mais tout le monde sait qu'il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée. Ou bien, comme je vous ai dit, si on choisit l'option militaire, hein, l'option de... il faut mettre le paquet. Enfin, je voulais terminer en disant que la paix est la marque de fabrique de la démocratie. La paix. Si on n'a pas la paix, ce n'est pas la peine de chercher les problèmes, d'arranger les choses. Or, la recherche de la paix doit nous guider. L'acceptation que on doit être tranquille vis-à-vis de l'extérieur, certes, comme je l'ai dit, mais aussi de l'intérieur. Vous savez, vous avez entendu le Brexit, l'Angleterre, choisir le modèle singapourien. Mais réfléchissez comment Singapour est arrivé à être le modèle de l'Angleterre. Alors que c'est quoi? C'est un petit territoire, c'est un port. Un port assujetti à l'administration britannique. Maintenant, c'est le contraire. Ce sont les Anglais qui veulent prendre le... Mais comment? Mais tout simplement parce que c'est un peuple, ce sont les Chinois qui sont là-bas, hein, à Singapour, en majorité. Eh bien, le premier ministre singapourien a coupé les têtes de ses parents
en disant que moi je choisis l'intégrité. Moi je choisis d'être le shérif anticorruption. Voilà. Et je peux vous assurer, lisez, vous avez le modèle, hein, la liste des pays corrompus. Eh bien, Singapour est un modèle. Est un modèle. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que si on arrive à supprimer la corruption, je peux vous assurer que tous les problèmes vont avec. Mais lutter sans régler le problème là. Oh, le problème de la corruption, c'est le problème de la justice. Au Congo aujourd'hui, le président, j'ai entendu, il a fait un discours le 15 août, régulièrement il le fait, en disant qu'il va lutter contre la corruption. Mais tant que la justice est celle-là, celle qu'on connaît, mais c'est pas possible. Or, vous voyez, on est passé de l'armée à la justice, on est revenu encore. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous partage mes pensées. J'ai écrit un livre qui va sortir chez l'Harmattan sur ce sujet. J'ai étendu un tout petit peu à toute l'Afrique parce que les militaires, c'est partout pareil. Hein, ne vous trompez pas. S'il y a le bazar, s'il y a le bordel, comme on dit dans notre jargon, dans les pays africains, c'est beaucoup à cause des militaires. Et nous pouvons nous distinguer. Nous étions quand même, le Congo était le pays qui faisait danser toute l'Afrique. La culture congolaise. Moi j'ai le souvenir d'avoir été dans le fin fond du Ghana, à l'époque en tout cas, le fin fond du Ghana. Hey, mais ils dansaient la musique, la rumba de chez nous. On boit les bières et tout ça, les bières qui sont ghanéennes, mais on danse la musique congolaise. Aujourd'hui, c'est le Nigeria maintenant, c'est la Côte d'Ivoire et tout. Mais On a tout perdu. on a tout perdu. Voilà, moi j'appelle de mes voeux que nous fassions l'effort de nous concentrer sur des changements, même courageux, même farfelus si ça se trouve, hein, mais des changements et que nous nous forcions de les appliquer. Voilà ma petite contribution. J'avais dit que ma vision était partielle, que je partageais mon temps avec le colonel. C'était pour compléter le cas restant. Parce que M. Tungamani a quand même précisé un petit peu les choses en termes de défense de la transition. Les forces de défense dont il parle, il s'est accentué sur la défense du territoire, dont je parle souvent. Là, si nous nous concentrons maintenant sur la défense à l'intérieur du pays, il va donc être important, puisqu'il y a en quelque sorte une forme de divorce entre les forces de sécurité et la population, il va falloir, en tout cas, ça c'est dans mes propositions, hein, l'armée, ou en tout cas les forces de défense, doivent participer et dans tous les cas défendre la transition dans un cadre républicain. Ce que je veux dire par là, la proposition qui consiste à parler des états généraux de l'armée, dans les détails, le colonel a un petit peu esquissé là, je pense que les états généraux seront importants pour justement discuter de toutes ces problématiques. Je parle de l'intérieur du pays pour assurer une certaine cohésion avec la population. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes, qui pour la plupart ont touché des armes, non pas intègrent l'armée, mais rentrent dans une forme, deviennent des appelés pendant au moins 1 an, pour qu'ils s'habituent, 1, à la déontologie, 2, à la discipline, 3, à une forme d'apprentissage des métiers. Le génie civil, qui a contribué à la construction du boulevard des armées, mais le boulevard des armées, c'était dans l'intérêt de l'armée, tout simplement. Il faudrait simplement intéresser tous ces jeunes qui sont répartis dans la République
qui ont été un peu perdus, pour certains qu'on appelle même malheureusement les bébés noirs. C'est tout simplement le chômage. Est-ce que tous ces jeunes, mais ça c'est une proposition que je fais, prendre ces jeunes dans toutes les régions de ce pays, les intégrer et faire en sorte que les militaires républicains, dans ce cas-là, les forment dans des métiers, les forment en même temps dans l'apprentissage, en quelque sorte, de l'armement, pour qu'ils intègrent la notion de défense du territoire, pour qu'ils intègrent la notion de déontologie et ainsi défendent tout simplement leur pays et donc la constitution que nous aurons ensemble établie, ce qui permettra de créer une nation rassemblée et je l'espère demain réconciliée pour faire en sorte que l'armée ne soit plus considérée comme étant une forme de pression pour un peu apaiser les tensions dans le cadre de la fameuse restauration et ça rejoint la justice transitionnelle. Voilà, en 2-3 mots, ce que je voulais compléter. Merci. Bien, moi je suis venu à cette première réunion parce que le sujet est très important, c'est l'armée. L'armée. Quelle histoire. Moi je dirais que nous n'avons pas une armée. On en avait une. C'était sous Yulu, qui avait donc créé l'armée, puis Massama Deba. Mais avec le coup d'État, on appelle ça un coup d'État, de Marien Ngouabi en juillet 68, pour prendre le pouvoir de Massama Deba, l'armée, les forces armées congolaises avaient été enterrées à cette époque-là. Donc on n'a plus d'armée au Congo, il faut le dire. Et ça s'est confirmé en 1997. Si je vous pose une question, une devinette, est-ce que Messassou c'était un militaire? Il est passé par quelle école militaire? Qui peut répondre à cette question-là? Est-ce que Sassou est passé par une école militaire? Si oui, laquelle? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que Sassou c'était un béret rouge? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une image de Sassou Nguesso en train de parachuter? On a vu Ngouabi en tenue de parachute. Jamais, mais ça, non plus Yombi. Mais comme par hasard. On peut répondre à ta question, pour gagner du temps. Oui. Ça soit parachuté, Oui. il avait mal chuté, c'est pour une boîte juste pour le moment. Bon. C'est pour vous dire que, justement, qu'il a été inapte, mais toujours, il a toujours fait ses photos avec un béret rouge, mais sur son crâne. Mais Ngouabi, et non, mais Sassou, c'est quelqu'un qui voulait arriver au pouvoir par tous les moyens parce qu'il savait que ce n'est que par là qu'on peut accéder au pouvoir. Et pour ça, c'est Ngouabi, mais qui l'a aidé, en faisant de lui l'homme qui était chargé de la sécurité et ministre de la Défense. Donc il avait toutes les clés de tout contrôler. La forteresse congolaise était contrôlée par Sassou Nguesso. Et c'est là qu'il va creuser son tunnel pour arriver donc au pouvoir. Et oui, chers frères, c'est le mal absolu. Moi, je l'appelle comme ça, mal absolu. Parce que si Sassou était un démocrate, il allait au moins le montrer, ne fût-ce qu'une fois dans sa vie, mais il ne l'a jamais montré. Puisque son coup d'État du 5 juin 1997 était une vengeance contre l'élection de Lissouba démocratiquement élu, contre Milongo pour avoir été le Premier ministre de la transition. Autrement dit, il était contre la conférence nationale souveraine qui avait privé de tout son pouvoir absolu. Il n'en a jamais plus jamais dormi. Il s'est exilé pour créer les conditions de retour au pouvoir perdu. Et c'est ce qu'il a fait. Et sans pitié, il y a eu des morts. Et jusqu'aujourd'hui,
mais les morts continuent. Alors c'est pour dire que on n'a pas d'armée, et je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit, qu'il n'y ait plus l'armée au Congo pour toujours, c'est-à-dire faire comme le Costa Rica. On n'en a pas besoin puisque ça soit fait que tous les officiers soient issus de sa région. Moi j'ai dit de son village. Moi je suis direct de son village. Et c'est lui qui a instauré l'embauchisation de l'armée congolaise et de l'administration congolaise. Il ne faut pas l'ignorer. Donc c'est le mal absolu, cet homme-là. Et aujourd'hui, on a du mal à s'en débarrasser. On ne sait pas comment faire. Et il veut se maintenir par tous les moyens et même préparer sa progéniture à le remplacer. Allons-nous l'accepter? Comment allons-nous faire pour pouvoir les écarter de ce pouvoir qui devra appartenir au peuple congolais? Et moi, je vais encore ajouter un fait. J'ai mon neveu qui a été assassiné il y a 15 jours, égorgé, mutilé, éborgné. Parmi les malfrats, il y a un gendarme. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des militaires qui sont en fonction, donc des fonctionnaires d'État, qui la nuit deviennent des cobras, bébés noirs. Du jamais vu. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous qu'il faudra raser ce corps qui n'a plus d'utilité au Congo. On rase. Et s'il faut donc en faire revenir mais certains, il y aura, comme on dit, études sur dossier, critères de choix, de compétences, d'expérience, et, comme on dit, qu'ils essayent de raconter comment est-ce qu'ils ont fonctionné pendant qu'ils étaient en poste. Qu'ils disent, mais qu'ils racontent, et puis nous allons vérifier. Parce que, chers frères, on aura du mal à les garder là avec nous. Les coups d'État vont toujours être perpétrés parce que ça leur a donné le pouvoir absolu qu'ils sont toujours aussi puissants. Aujourd'hui, si un civil prend le pouvoir au Congo, le lendemain, il sera destitué. Et nous avons appris, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous le confirmer, les munitions, les militaires qui ont leurs armes, ils n'ont pas de munitions, les munitions seraient gardées certainement au Oyo. C'est vrai ou faux? Ça, c'est une rumeur. Ils ont des armes, mais il n'y a pas de munitions, c'est à Oyo. Vous savez pourquoi? Parce que ça soit à peur qu'il y ait des militaires qui peuvent faire un coup d'état pour qu'ils finissent comme Marion Gwebi. Il en a grandement peur parce qu'il sait qu'il peut finir comme Marion Gwebi. Pas égorgé, mais une balle entre les deux yeux. Et il en rêve nuit et jour. Il ne veut pas de ça. Le fait, c'est d'entourer autour de lui des militaires d'origine cubaine ou bien juive. Enfin, c'est vrai ou c'est faux? C'est de le savoir. Hein? Donc, il n'est pas entouré par des Congolais, mais par des étrangers parce qu'il veut sa sécurité, pas à 100%, mais à 1000%. Ah oui, il tient sa vie, il a peur de mourir. Mais nous devons tout faire, nous, peuple congolais, pour le ramener à sa place qui est la prison. Et moi, je dirais même, ça sera à Mayama. Là où Mathieu André, c'était qui, avait été emprisonné par un colon. Il faut qu'ils vivent un peu. Comment est-ce que certains polices avaient souffert sous le colon? Je vous dis, nous devons restaurer la démocratie sans le camp de Sassou et sans ses tribus. Et je vais encore vous raconter, mais quelque chose. La pyramide inversée, là, c'est Sassou mais qui l'a mise en place. La pyramide. Où il y a plus d'officiers supérieurs
que des forces de retraite. Et il a fait de sorte qu'il mette à la retraite les officiers compétents sans qu'ils aient obtenu le grade de général. Il a bloqué cette progression exprès. Moi, j'en connais un certain nombre qui sont pour la plupart du Sud et surtout du Pôle. Jusqu'à la retraite, hein. Colonel à vie jusqu'à la retraite. Il sort. Donc tout ceci, c'est pour dire que il a verrouillé le système. Donc maintenant, je vais aux propositions. Tout à l'heure, vous avez vraiment respecté votre engagement. Oui. Moi, j'ai une très bonne idée de vous pour respecter vos engagements. Oui. Vraiment, soyons constants. D'accord. Il faut que les autres aussi parlent. Je termine là. Mais je termine. Vraiment 2 minutes. Voilà, mais je termine. Donc, je soutiens ce que vous avez dit. Il faut raser l'armée et reconstruire l'armée, mais s'il le faut. On n'en a pas besoin. 2. Il faut dénoncer les accords militaires entre la France et le Congo. Pour qu'en cas de problème, qu'on ne fasse pas appel à l'armée française. Hulot avait tenté de le faire pendant la Révolution, mais De Gaulle avait dit non. Voilà. Donc on n'en a pas besoin. Donc, reconstruire l'armée, mais s'il le faut, ou dissoudre ce corps dont on n'a pas besoin, et mettre en place des services de défense intérieure, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, et les préparer comme il faut avec un cahier de charge de conduite et de mission. Et j'en ai terminé là. Médard Kellé, Maître Médard Kellé, s'il vous plaît. Sud Chambéry, en Savoie. Donc la thématique, donc, c'est pour laquelle nous sommes là, après être revenu sur la transition, la justice transitionnelle, c'est quelle réforme pour les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la transition, avec deux questionnements. Quelle armée, mission représentativité nationale et quelle force? Bref, c'est fixé. Alors, je ne suis pas militaire, cela va sans dire, hein, je suis juriste. Donc je ne vais pas avoir, de mon point de vue, une contribution, on va dire, assez pertinente, assez riche par rapport à celle de l'ancien, du colonel. Mais toujours est-il que je rebondis sur les propositions, en tout cas les préconisations qu'il a présentées. Tout d'abord, on a bien vu, hein, par rapport à l'historique de l'armée et la genèse qu'a faite Benjamin Tounamani, des indépendances. À ce jour, l'armée congolaise n'a fait face à aucune guerre. Sauf à moi de ne pas bien connaître l'histoire du pays. À aucune guerre. Aucune en tout cas. C'est vrai qu'on a eu un moment où on disait que des flèches, je ne sais plus c'est quoi ça, c'est des flèches. Mais ça n'a jamais été une guerre, une armée étrangère contre l'armée congolaise. On a pu assister effectivement à une forme d'invasion. Moi, dans le cadre de la justice pénale internationale, je parle plutôt d'actes d'agression, hein, quand notamment la flotte, enfin une partie de la flotte angolaise survole le territoire congolais et largue des bombes, ou encore des blindés pénètrent sur le territoire congolais. Moi, je redis comment je me dis que ce n'est pas une guerre, mais c'est des actes d'agression que l'État angolais a perpétrés sur l'État congolais. Et je reviens, moi, donc sur le questionnement qui a été présenté par le colonel, à savoir, dans le cadre du Congo de demain, nous faut-il une armée en tant qu'outil de défense du territoire, ou plutôt envisager une absence de l'armée? Et à ce moment, on s'organise selon que l'on retiendra l'une ou l'autre
thèse, idée. Mais avant de répondre à cette interrogation, il faut justement voir l'histoire de notre armée et voir sa structuration. Je pense que lorsqu'on le fait, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'histoire et à la structuration de notre armée, tout de suite on se dit que l'armée, en tant qu'outil de défense du territoire, n'a aucune utilité pour le Congo. Aussi bien au regard de ce qui se passe au Congo, qu'au regard de ce qui nous entoure. Si on fait très attention, si on va plus loin dans l'analyse, on remarquera bien que les différents pays qui sont autour du Congo, qu'il s'agisse de gouvernances actuelles ou des plus anciennes dans l'histoire, n'ont jamais manifesté de velléités expansionnistes contre le Congo. Il n'y a aucun intérêt. S'il y avait eu un litige entre le Congo, on va dire, et l'Angola, par exemple, on sait bien que ce petit litige-là avait été à l'époque réglé avec l'histoire de l'enclave du Canada qui était devenue une partie de l'Angola. Donc en tout cas, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on peut même se projeter dans l'avenir en tenant compte de toutes ces données d'histoire. Les États environnants n'ont jamais manifesté des velléités expansionnistes de telle sorte que l'on puisse dire que nous avons intérêt à avoir une armée forte pour protéger notre territoire. Quand on a dit cela, de mon point de vue, on tombe sur la deuxième proposition, à savoir pas d'armée du tout. Et à ce moment, on s'organise. On a la gendarmerie qui doit se positionner dans les villages, justement. Nous avons des éléments qui sont des corps, on va dire de l'armée, mais en tout cas des corps de défense, qui ont pour métier de protéger les frontières, les entrées et les sorties. Nous avons à l'intérieur la police républicaine qui est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et à ce moment, justement, lorsque l'on retient cette solution, on se dit, mais comment faire pour y arriver? On ne peut pas comme ça, parce que on estime que la solution, c'est la bonne solution, commencer à mettre en place les éléments tels que je viens de les exposer. Mais il faut, au premier abord, de mon point de vue, commencer par faire un inventaire, un recensement des troupes, comme on a souvent fait, inventaire, ou je sais pas comment on appelle ça, recensement de la fonction publique, machin. Parce qu'il faut, le doyen l'a dit, on ne sait pas aujourd'hui si ça fait 6 000, 60 000, 10 000 éléments au niveau de l'armée nationale. Non, on ne sait pas. Donc il faut inventorier. Il faut faire l'inventaire ou recenser. Aussi bien au niveau de l'armée que de la police ou la gendarmerie. Il faut également répertorier toutes les armes qui existent. Qu'il s'agisse des armes vieillottes qui sont entre les mains de l'armée qu'on va dire républicaine, parce que c'est là, elle n'a que des armes vétustes, qu'il s'agit des armes un peu plus élaborées que détiennent une certaine armée, eh bien, tous ces éléments-là doivent être inventoriés, répertoriés. Une fois qu'on a fait cela, on passe à la deuxième phase. On passe à la deuxième phase, c'est la formation et le recrutement. La formation et le recrutement. Sachant que, justement, on a déjà mis en place des organes, des institutions crédibles qui vont nous permettre justement de lutter contre la corruption. Donc, quand on a mis en place, on a commencé à faire les inventaires et machin, on peut passer à l'étape qui consiste à se poser la question de savoir est-ce qu'on va démobiliser ceux qui sont là, puisqu'on les connaît, on sait qu'ils sont 50, on sait qu'ils sont 30 000, est-ce qu'on va les démobiliser totalement, comme on a indiqué, qu'ils partent à la retraite, ou simplement, on va faire un système à 2 temps, retraite pour certains, et reconversion pour d'autres.
notamment en les reconvertissant dans les différents métiers qui peuvent exister. Et justement, au niveau de la reconversion, on va voir, il y en a, si, puisque là, je suis dans la démarche qui consiste à dire qu'on n'a plus besoin d'armée. Hein. Si c'est la reconversion, à ce moment, on va bon, dans l'armée ou dans la gendarmerie. Voilà. Dans l'armée ou dans la gendarmerie. Alors, quand on a fait tout ça, on réussit donc à mettre les gens debout. Cependant, la difficulté que moi je trouve par rapport aux préconisations qui ont été présentées par le doyen qui, ma foi, a une parole qui porte parce qu'il est du métier, c'est au niveau de la rémunération. Moi je pense qu'il s'agisse d'anciens militaires ou de jeunes militaires ou d'anciens policiers ou de jeunes, c'est tous des Congolais. Ils n'ont jamais fait une guerre. Ils ne se sont jamais battus pour le Congo. Donc je ne vois aucune raison, aucun fondement pour leur accorder une rémunération, je ne sais, faramineuse, qui continuerait justement à maintenir l'idée que dans la conscience collective, comme l'a relevé Benjamin Mungabani, que les militaires finalement, c'est des personnages à part entière, qui sont totalement à côté de la société. Ils ont un statut particulièrement particulier. J'aborderai de la même manière que le colonel, pour dire que je pense plutôt qu'il faut aller dans la phase d'élimination de l'armée qui n'a aucune utilité pour le pays et renforcer beaucoup plus les autres forces, gendarmerie et police, mais tout en ayant l'idée que ce sont tous des citoyens congolais. Il faut les aligner du point de vue de la rémunération au même niveau que les autres corps de l'État. Merci, bonjour à tous. J'ai pris le soin de mettre sur le papier quelques notes justement pour essayer de ne pas être trop lent et d'être dans le temps qui m'est imparti. Mais pourtant, lorsque je vois les interventions des personnes qui ont parlé avant moi, il y a quand même des questions qui méritent qu'on donne un avis. Donc je vais sortir un petit peu du cadre de mon texte parce que je veux dire en premier que lorsqu'on veut faire politique, lorsqu'on discute de la politique de la nation, parce qu'il s'agit de notre nation, il faut quand même avoir, une vision. Il faut avoir absolument une vision politique. Par rapport à la question qui a été soulevée, parce que je vois qu'il y a beaucoup de tendances, puisqu'on a parlé éventuellement d'une dissolution de ce corps, à mon avis, ça serait une grande erreur. À mon avis, lorsqu'on prend cette approche, c'est qu'on manque totalement de vision. Pourquoi je dis cela? Vous savez, le Congo est un pays de 342 000 km² qui a un potentiel de richesse assez considérable. Et nous ne sommes que 4 millions à 5 millions d'habitants. Comment vous allez redistribuer votre produit national brut? Il faut redistribuer le produit national brut. Et pour redistribuer le produit national brut, il faudrait avoir des entités qui sont utiles au pays et qui vous permettent également de redistribuer correctement votre produit national brut. Donc, pas question de dissoudre l'armée. C'est un corps qui est non seulement utile parce que ce corps a des fonctions régaliennes que nous connaissons tous. Les fonctions régaliennes sont la protection de la population et la protection du territoire. C'est les régaliennes. Et nous avons, comme je veux le lire tout à l'heure dans ce que j'ai écrit, des attributions que nous pourrons donner à ce corps pour qu'au lieu d'être budgétivore, il soit plutôt productif en même temps. En même temps, ça nous permet de pouvoir distribuer notre produit national brut avec les fonctionnaires et ces corps régaliens qui existent, et également avoir des services qui nous seront très utiles. Donc, il ne faut vraiment pas penser à la dissolution de l'armée. Là n'est pas du tout le problème. Ce n'est pas ça qui paye le pays en mal. Le colonel l'a bien expliqué, lui qui est l'artiste. Ce qui met le pays en mal, c'est les gens qui gèrent très mal, très très mal,
ce corps d'armée, qui en ont fait leur propriété, tout simplement. Mais si on veut remettre de l'ordre, ça devrait marcher, et c'est un corps qui est très utile pour toutes les nations. Bon, le Porto Rico, je ne sais pas comment ça marche, mais moi je pense que ce corps est très 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 utile. C'était la première remarque que je voulais faire. Je vais revenir au texte que j'ai écrit, j'espère que je ne serai pas trop lent. Alors, je dis l'armée et le pouvoir est un concept véritablement congolais qui a commencé à prendre véritablement corps avec la GMNR. Je pense que vous vous souvenez de la GMNR, au temps du président Massama Deba, qui était une milice du pouvoir. Il faut le dire, hein, c'est la réalité, ça. On ne peut pas le nier. Puis, avec le PCT, qui en avait déjà fait le bras armé du pouvoir. On l'a dit ici, si tu t'arrêtes, on te pointe, il tient, et puis on finit par t'abattre. C'est ce qui s'est passé. Dès lors, l'institution militaire est totalement déroutée de ses fonctions régaliennes, qui consistent donc à protéger le territoire ainsi que les citoyens. En conséquence, il faut simplement refonder l'institution sur les bases des missions qu'elle doit garantir. Comme pour réaliser une œuvre d'art, l'artiste doit s'investir dans sa conception ainsi que les rôles de nos académiciens militaires. Le colonel a été exceptionnel, il nous a dit comment ça fonctionne et comment ça devrait fonctionner. Il y a des académies militaires, des gens qui sont formés pour l'art militaire, qui savent comment il faut former. Et dans notre contexte, on peut également refonder effectivement un corps d'armée qui soit opérationnel et utile. Cependant, 5 minutes. Déjà, ça va très vite. C'est la leçon que vous venez de m'enseigner. Donc, ouais. Être sévère. Ouais. Vous arrêtez dans quelques minutes. Alors, cependant, nous qui sommes les citoyens en qualité de maîtres d'ouvrage, parce que c'est nous qui commandons, nous allons formuler la qualité de la commande et surtout nos attentes d'une institution relativement onéreuse sur le plan budgétaire. Effectivement, l'armée est assez onéreuse sur le plan budgétaire, mais nous disons que c'est aussi le moyen de pouvoir répartir le produit national brut. Alors, c'est en ce moment que nous suggérons une armée des métiers. Le frère Tungamani l'a dit tout à l'heure, où le combattant, au terme d'une formation relativement courte, 2 ans en moyenne, pourrait avoir la maîtrise des métiers courants comme la menuiserie, la mécanique, la plomberie et autres. Ces activités pourront permettre de réduire les charges budgétaires dévolues à son fonctionnement par l'exécution des commandes formulées par l'État, telles que les tables bancs et autres, ce qui s'est déjà fait dans notre pays. Les activités rémunérateurs dans le domaine du génie civil, construction et entretien des voies du réseau routier secondaire, l'armée, en tant qu'institution, doit reprendre toutes ces lettres de noblesse pour une entité véritablement utile pour la République. Donc, pour prévenir le concept d'utilisation de l'armée comme argument de force politique, on pourrait ici envisager la représentativité régionale, le frère à ma droite vient de le dire, pour la composition de cette mission est soumise à la réflexion de l'artiste, c'est-à-dire les académiciens militaires, eux, ils pourront formuler la manière dont des opérations de recrutement devraient se faire dans ce corps de métier. Donc, je pense que je peux m'arrêter là pour donner l'occasion aux autres de parler. Je me suis bien fait comprendre. La première chose, c'est la vision, tout simplement. Et c'est utile de pouvoir répartir correctement le produit national brut. Et ça sera dans ces corps de métier. Il y a les fonctionnaires et il y a ces corps de métier qui sont bien organisés. Parce que si l'armée est bien encadrée, c'est quand même un corps où les gens sont corrects et ils peuvent faire correctement leur boulot. Et c'est bien pour le pays. Je vous remercie, monsieur. Bien, merci. Je vais d'abord dire sans sourciller
que j'ai toujours eu une piètre opinion de l'armée congolaise, des officiers et des hommes de troupes de cette armée. Et c'est pour cela, colonel, que je dis Losako. Parce que pour la première fois, j'ai entendu un militaire dire des choses qui m'ont rempli de joie. Votre intervention m'a satisfait, mais totalement. C'est comme si nous avions échangé avant. Alors, je vais lancer, comme pour résumer... Non, excuse-moi. Non, mais... Excuse-moi, j'ai remercié le colonel. C'est le colonel qui a dit les choses qui m'ont fait plaisir. Je vais lancer des mots comme ça, qui seront un résumé par rapport à l'enregistrement, et puis je pourrai développer dans le cadre de mon timing. Dissolution de l'armée. Retraite anticipée. Reconversion professionnelle. Instauration du service militaire obligatoire. Casernement hors ville des militaires, redéploiement vers la production, recrutement régionalisé au prorata de la population locale. Une fois que j'ai dit ça, il y a donc, on voit qu'il y a deux voies. Pour ma part, personnellement, l'existence d'une armée au Congo pose problème. De par son histoire, ce qu'elle a posé comme acte, je ne vois à aucun moment en quoi un officier ou un homme de troupe de cette armée peut se prévaloir d'une quelconque fierté. L'armée congolaise, héritée de l'armée coloniale, n'a été qu'un instrument de répression des populations. Au temps des Français, l'armée congolaise ne s'est pas battue contre une puissance coloniale voisine. Au moment où nous avons eu l'indépendance, c'est vrai, l'armée s'est rangée aux côtés du peuple. Et là, il y a Benjamin. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, cette révolution que nous attendons impatiemment, ne se fera pas, je n'ose pas y croire, à l'occasion d'un ralliement des militaires. Souvent, les militaires viennent une fois que les civils se sont mobilisés. Ce sont les manifestations des populations civiles qui résistent aux balles, qui encaissent les coups. Et à un moment donné, au niveau de l'armée, les forces progressistes et rétrogrades sont en conflit, et le camp progressiste l'emporte pour amener le ralliement des militaires vers les populations civiles. Jamais l'armée ne s'est mise devant Pouchkine, évidemment. Les civils ont préparé, les Lénine ont préparé la révolution ensemble avec des militaires dans le secret. D'où le cuirassé Pouchkine. Mais quand on voit l'histoire de notre pays, pour ne parler que de notre pays, ce sont trois, c'est des civils. Les Mounsaka ne font que recueillir la victoire du peuple, des populations civiles. En 91, c'est encore les civils. Les Mokoko ne font que appuyer, soutenir, dire aux potentats que
Nous sommes avec le peuple. Mais ça n'a pas commencé avec les militaires. On est à 5 minutes passées déjà. Donc, oui, je veux bien. Il faut tout de suite, Donc c'est pour dire que nous pouvons nous passer de l'armée au Congo. Et l'exemple a été pris du Costa Rica. Il y a la Suisse. Nous n'avons pas de problématiques avec impérieuses avec les pays voisins. J'ai également oui, donc oui, je termine. Là, je termine. Donc, nous n'avons pas de problématique avec les pays voisins. Nous pouvons donc très bien nous passer d'une armée, mais à côté, organiser un service militaire pour le pays. Merci, monsieur Antoine Plachki. Robert Poitiers-Pommier. La question militaire. L'armée et le pouvoir. Je n'irai pas très loin. La déclaration du 12-12-1975 a été, à mon avis, le moment ou la date qui a déclenché le phénomène que nous vivons aujourd'hui. Oui, l'armée. Oui, un pays doit avoir une armée. Mais aujourd'hui, dans le cadre dans lequel nous sommes présentement, je ne vois pas comment on va demander à équilibrer le nombre ou la quantité ou le volume des militaires entre le nord et le sud. Comment on va le faire? La question est là. Si l'armée, à partir de la déclaration du 12-12-75, va être un outil pour garder et conserver le pouvoir, je ne vois donc pas quel est ce militaire-là, nommé, devenu général ou colonel pour des raisons politiques, va rendre l'arme s'il ne va pas la cacher pour un jour revenir, puisque ça a été le jeu que nous avons connu depuis la révolution qu'on appelle pas révolution. Il n'y a pas eu révolution le 13, 14, 15 août. Il n'y en a pas eu. Ça n'en est pas une. C'était un coup d'État qui était préparé. C'est le premier coup d'État, en fait, c'est en 63. Et je sais ce que je dis. Si ce n'était pas un coup d'État, on n'aurait pas vu 5 officiers aller voir Youlou, parmi lesquels il y avait Yombi, Ngwabi, Yombi Sassou, Mouzabakani, Zarakanda, avec le chauffeur, qui sont allés voir Youlou pour lui demander de démissionner. C'était un coup d'État, ce n'était pas une révolution. Et le deuxième coup d'État, c'est bien celui de 68. Je ne vois pas donc comment nous allons rééquilibrer ce déséquilibre en volume et en quantité de l'armée entre le nord et le sud. N'oublions pas, et je reviens sur ça, que s'il y a ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause du pouvoir. Quelqu'un a dit, sur 6 chefs d'État que nous avons connus, il y a eu 3 militaires. 3 militaires du Nord, 3 civils du Sud. Les choses sont claires. Moi, je pense que si l'histoire, c'est Denis Sassou Nguesso, mais Denis Sassou Nguesso, c'est Denis Sassou Nguesso qui a mené Ngwabi au pouvoir, c'est lui qui le libère du camp 31 juillet à Pointe-Noire, c'est lui qui amène Yombi au pouvoir, c'est lui qui aujourd'hui, après Yombi, il reprend le pouvoir, qu'il a suivi, qu'il a contrôlé. Donc on ne peut pas tergiverser sur ces histoires de l'armée, excusez-moi le colonel, quand vous parlez du Costa Rica, mais la défense du Costa Rica est assurée aujourd'hui par les États-Unis. Il y a une force de sécurité
intérieure, mais les frontières, c'est sous la houlette, sous la responsabilité des États-Unis. Qu'allons-nous donc faire sans armée? Bien sûr qu'il faudra un jour reconstruire l'armée, mais ce n'est pas ça. Le problème, il est politique, et l'armée, c'est un outil que la partie nord a utilisé pour conquérir le pouvoir, acquérir le pouvoir et le conserver. Donc, soyons, pour moi, revenons un peu sur la question politique. Il y a des États qui ont connu ces mêmes problèmes, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, même l'État d'Israël, l'insécurité de son peuple a fait qu'on crée un État dans lequel on peut se sentir plus ou moins libre. Voilà, c'est ce que moi j'ai toujours dit, que ça n'a jamais, et je ne serai jamais contre, être contre mon frère du Nord et être ami à l'espagnol ou au portugais, non, c'est pas ça. On a un problème profond à régler, c'est le problème du pouvoir, j'insiste, entre le Nord et le Sud. Et si on règle ce problème-là, je vous dis, peut-être que les 25 militaires ou généraux qu'on retrouve dans le Nord, à Ouyo ou dans la cuvette, il n'y en aura plus. Ils n'auront plus besoin d'autant de militaires. Je suis sûr qu'en ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'autant de militaires. Parce que l'armée, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, par le pouvoir en place, c'est pour protéger le pouvoir. Donc les choses sont claires à mon niveau. Donc en résolvant le problème du pouvoir entre le Nord et le Sud, créer deux États où chacun va assurer la sécurité des siens ou du peuple, je ne sais pas comment, et on n'aura plus l'armée, on n'aura plus une affaire de militaires. Et on vivra mieux, tranquillement, comme les 7 États qui sont nés de la disparition de la Yougoslavie, les 2 États qui sont nés de la disparition de la Tchécoslovaquie. On va continuer à se marier, faire les enfants, ceci, cela, mais le problème fondamental, c'est le problème du pouvoir entre le Nord et le Sud, qui émane, il y a une histoire, de 1945 à 1956, c'est toujours Jean-Félix Tikaya qui accédait, qui était appuyé d'une manière aussi tribale, n'oublions pas que c'était le Sud, le Congo, et qui soutenait toujours Jean-Félix Tikaya. On nous a parlé aussi de Kikungangot, mais on a appris aussi que Kikungangot, paix à son âme, devrait avoir une mère de la Sangha, originaire de la Sangha. Je ne le confirme rien, mais c'est quelque chose que j'ai ouï entendre, et donc on ne peut pas donc nier le réel et qui est là. Et si on règle ce problème-là, je pense qu'on n'aura plus peur de se marier avec une femme du Nord, d'une femme d'Infondo, celui d'Infondo va venir épouser une femme Vili. Il n'y aura plus de problèmes de ce genre. Voilà. Donc réglons le problème du pouvoir et non pas le problème de l'armée. Non, réglons le problème du pouvoir entre le Nord et le Sud et ça ira. Répète-moi ton prénom s'il te plaît. Jean Cyril. Jean Cyril il nous a présenté le déséquilibre ethnographique qui existe entre le Nord et le Sud. Lissouba, il passe avec le premier et le deuxième, c'est Pascal Lissouba qui est premier avec 29% au premier tour, Bernard Kolela avec 19 ou 20% au premier tour. Denis Sassou Nguesso sort avec près de 16%, pardon. Donc en fait, attends, soyons un peu réels. Maurice de Salah, je ne serai pas très lent, parce que bon, le temps ne s'y prête pas. J'aimerais venir quand même faire répondre à quelques questions des interrogations suscitées par Tungamani. C'est ça que je vais reprendre. Et puis il y a quelques éléments dont on parle souvent du colonel Nzalakanda qui aurait dit, ça se fait dans une philosophie, le militaire pourrait effectivement le dire en disant si vous avancez, nous avançons, si vous arrêtez, nous pointons, si vous reculez, nous abattons, parce que l'armée se disait qu'elle était neutre, que les militaires étaient formés pour ne pas prendre le pouvoir. Donc il y a eu Douabi qui s'agitait, donc parce que. Et puis on s'est rendu compte à la fin qu'il a pris le pouvoir pour dire que non, cette affaire, mon Saga l'a même dit au procès, cette affaire c'est un problème de civil. Donc si un militaire veut prendre le pouvoir, il doit se rendre compte que non, effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Ça allait dans cette philosophie-là. Des gens qui disaient le pouvoir était au civil et les militaires étaient là pour encadrer quelque chose. Ça, c'est un élément. Effectivement, on va se rendre compte que certains militaires se sont organisés pour utiliser l'arme pour pouvoir prendre le pouvoir. Et donc, on va regarder, donc, ce qui s'est passé, c'était fait pour que les gens prennent le pouvoir.
Et le déséquilibre a été beaucoup plus criard avec l'académie militaire. On va se rendre compte de l'académie militaire, on a formé les gens pour qu'il y ait beaucoup plus de militaires que d'autres. Enfin, on pourra regarder ce genre de choses. Moi, ce que je veux dire, c'est par rapport à l'armée, c'est que il y a eu tellement de crimes qu'un militaire qui est censé protéger les populations, et ce ne sera pas possible de pouvoir accepter l'armée dans cet état. Parce que le pays est malade des militaires. Et je discutais avec un jeune officier qui disait « Oh, mais quand on voit un civil, pour moi, il ne pèse pas. » Ça m'a fait froid au dos. Pour dire comme si le fait d'avoir l'arme qui était supérieure, effectivement, on a vu un militaire, quand il prenait l'arme, il avait l'impression que non, il était au-dessus de un certain nombre de choses. Il faut rétablir un certain nombre de choses pour dire que non, ce corps a été créé pour protéger les gens. Donc, moi, je ne parle pas de l'armée, mais je regarde la force publique, toute la force publique. La police, la gendarmerie, tout le reste, il faut le voir. Moi, je viens que cette armée-là, c'est vrai qu'on va dire que non, les militaires, il faut effectivement dissoudre l'armée. Parce qu'on ne peut pas garder l'armée en état. Il n'y a même pas d'armée, ce sont des milices. Elle est tribalisée, cette armée. Elle est tribalisée à un point où les gens utilisent pour conquérir un pouvoir. Et un pouvoir, il ne peut même pas... s'il n'y a même pas de service, c'est-à-dire quand on regarde le pays en train de se détruire, parce que les militaires sont prêts de quelque chose et tout. Certains qui, à un moment donné, pensaient bien de mal des militaires, se disent non, c'est pas possible. Le pays est en train de se détruire. Donc, il faut effectivement, on ne peut pas laisser le pays sans armée. Donc, il faudrait effectivement reconstituer encore cette armée-là. Autrement, avant, quand je grandissais, quand on était jeune, on a l'intendance, il y avait, les militaires fabriquaient tout, du pain, il y avait même des tenues, il y avait beaucoup de choses. Il y avait l'armée de métier et autre chose. Et là, c'est des gens qui, à un moment donné, échouent à l'école, et bien, ils rentrent dans l'armée. C'était facile. Donc, quand on arrivait, on n'avait pas, on peut faire une carrière, on rentre dans l'armée parce qu'on sait qu'on arrivera rapidement. Et ils montaient rapidement. Au départ, ils étaient sergents, il n'y avait même pas de sergents, colonels, et puis d'arriver colonels et tout. Mais ce n'est pas des gens qui étaient formés. Alors qu'ici, en Europe, en France, par exemple, les plus grandes écoles sont des écoles militaires. C'est-à-dire qu'un militaire est suffisamment bien formé. Alors, donc, moi, pour l'instant, je me dis qu'il faudrait regarder le problème de l'armée avec sérieux. Il faut dissoudre cette armée-là. Bon, on ne peut pas laisser le vide, on va dire effectivement qu'il n'y a pas ça, mais d'autre part, on est tenu par les pays occidentaux. Donc le problème, on peut tout dire. On peut dire que non, voilà, la plupart des guerres sont créées, réfléchies ailleurs que même en Afrique. Mais, donc il faudrait effectivement réfléchir à ce genre de choses. Moi, je pense qu'il faut créer un comité des militaires sérieux, pas dit sérieux, c'est-à-dire des gens qui à un moment donné peuvent apporter pas mal de choses pour essayer de transformer cet outil-là. Pour l'instant, l'armée, je parle de toute la force publique. Et on ne peut pas parler de la justice s'il n'y a pas de force publique. Donc du coup, même cette justice-là ne marche pas parce que les deux vont ensemble. Demain, si la révolution, plutôt la démocratie revenait, mais ça va être pareil. 7 minutes déjà. Merci beaucoup et je m'arrête là. Alors, moi je voudrais quand même revenir sur le fait que on est dans un régime politique au Congo-Brazzaville qui est la pire dictature, sinon au monde, du moins en Afrique, où Sassou, le tyran, n'a d'égal que dans les républiques ex-URSS, genre Tchétchénie, ou au Soudan de Béchir. Il a donc dévoyé et instrumentalisé les institutions principales dans une république que sont la justice, ça on l'a déjà vu, et la défense et la sécurité, armée et police. Ce qui a fait que on est un développement hypertrophié de ces structures, et lorsqu'on voit la caractéristique donc, notamment de l'armée, l'armée est budgétivore et criminogène, avec un pourcentage de PIB, enfin un budget
énorme qui explose, d'une part, et une pléthore de généraux, enfin d'officiers, qui fait de notre armée, une armée mexicaine, et peut-être la meilleure armée mexicaine au monde. Et donc ces caractéristiques montrent que, effectivement, c'est une plaie pour notre pays. Alors, je pense qu'il n'y a aucune nécessité, puisqu'elle n'a jamais pris part à une guerre de libération quelconque, ni même à affronter des envahisseurs du Congo. Donc, il n'y a aucune raison, aucun intérêt à entretenir une institution militaire aussi budgétivore et criminogène, autant que inutile. Donc, pour moi, il faut envisager des modalités de son extinction pure et simple, progressivement, à long terme, mais que les problèmes de sécurité intérieure seraient assurés exclusivement par les forces de sécurité, police, gendarmerie et les douanes. Je pense que c'est largement suffisant compte tenu de la situation qui prévaut en Afrique centrale, notamment. Alors, comment est-ce qu'il faut y arriver? La première des choses, c'est la réduction des dépenses et budget militaire. Le budget devra être ramené impérativement à moins de 0,5% du PIB. Le restant sera réinvesti dans les besoins immédiats de la population, les besoins de développement, dans la santé, l'éducation, l'infrastructure, le transport, etc. La deuxième chose, c'est réduire la cohorte des généraux. Il faut une mise à la retraite et ou une affectation à des services administratifs d'intérêt public. Alors, il ne faut pas oublier qu'on en avait déjà parlé, les officiers donneurs d'ordre qui sont coupables de crimes de sang seront dégommés d'entrée de jeu, et donc ça fera déjà une part de moins à gérer dans le problème de réduction de la dépense militaire. Ensuite, effectivement, il faut réviser toute la grille salariale du corps des officiers supérieurs. Bien. Alors, le deuxième point, c'est réorganiser et réorienter les facs pour bâtir une armée républicaine. Alors, la défense ne sera plus l'une des priorités budgétaires de l'État, ni domaine réservé du chef de l'État. À cet effet, elle sera sous la responsabilité d'un ministre qui, lui, sera membre d'un conseil de défense sous le contrôle du Parlement de la transition. Le militaire ne devra plus être un corps étranger à la société, mais un citoyen et un agent public qui participe à la vie de la société en assurant de nombreuses missions de service public. La nation en droit d'exiger un retour sur investissement, donc investissement pour le recrutement et la formation de l'armée, et devra néanmoins assurer aux militaires, nous pensons qu'il faut assurer aux militaires de rang certaines garanties pour leur devenir et leur statut. À ce titre, les hommes de troupes, essentiellement constitués de miliciens intégrés sans instruction ni formation, à défaut de les licencier, devront recevoir l'instruction militaire, être formés, ça a été déjà dit, et affectés aux différents corps de métier utiles à la nation, génie, logistique, maintenance, mécanique, etc., pour servir jusque l'extinction du corps. Donc, construire une armée républicaine pour rebâtir et consolider la République afin de développer la démocratie. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas déborder. Merci beaucoup, M. Babakana. Bonjour, Christian Bigot, militant associatif et politique. En tout cas, je vous
je vous remercie d'être là. Moi, je suis arrivé un peu en retard pour des raisons associatives, effectivement. Bon, je vais donc être bref. La question militaire, c'est vrai que c'est une question passionnante, mais ce n'est pas une histoire africaine. C'est-à-dire que nous discutons beaucoup sur des sujets, que ce soit la démocratie, la justice et le reste, mais cette thématique-là, c'est une thématique que je dirais européenne, occidentale. Parce que dans les traditions africaines, pour ceux qui connaissent l'histoire de nos royaumes, moi je ne connais pas, à moins de ne pas être informé, que nos royaumes ont été constitués pour être des royaumes impérialistes, on va dire. Cette histoire africaine-là, moi je ne la connais pas. Donc l'histoire d'une armée, c'est aussi de savoir si elle doit être défensive ou si elle doit être impériale. Donc il y a quelques personnes qui ont parlé de menaces. Les menaces intérieures, c'est-à-dire sous-régionales, et des menaces qui viendraient sans doute des guerres fabriquées par l'Occident, disons les choses comme ça. Donc, la question militaire, c'est une question qui passionne de nombreuses personnes, pour plusieurs raisons, mais il y a des gens aussi qui détestent vraiment la question militaire, et moi j'en fais partie. Donc, en faire partie, c'est d'apporter des solutions pour dire que toute guerre, comme on l'a appris à l'école, c'est toujours des causes lointaines et des causes immédiates. Moi, je ne connais pas de cause lointaine qui demain dirait que bon, on se retrouverait dans un conflit. Moi, je n'en connais pas, à moins que les gens soient au courant, mais en tout cas, je n'en connais pas. À partir du moment qu'il n'y a pas de cause lointaine qui pourrait nous mener vers des causes immédiates d'une guerre, donc la question militaire, chez nous, puisqu'elle a toujours chevauché les différentes périodes majeures, que ce soit 59, 63, 65 et j'en passe. En tout cas, moi je pense que les civils doivent être confrontés à une difficulté majeure. S'ils veulent reprendre en main la question militaire, comme avait dit un célèbre homme politique français, l'armée est une chose trop sérieuse qu'il ne faut pas laisser entre les mains des militaires. Donc, est-ce que nous serons capables demain dans les solutions de mettre fin au recrutement? Ça c'est la première chose, parce que c'est toujours bien de dire il faut mettre les généraux à la retraite, mais si on doit faire une politique seulement pour mettre 25 personnes à la retraite, bon, moi je vous dis, prenez votre temps à le faire. Mais par contre, si on dit qu'il faut stopper les recrutements, ben ça je pense que même quand on parle de budget et autres, ça c'est une véritable question. Donc, les militaires actuels, dans lesquels nous avons tous des parents, des amis, et quand on va au pays, on voit comment ils fonctionnent, ça ce sont des choses qu'on ne peut plus accepter. Donc, on arrête les recrutements. Ceux qui sont là, puisque nombreux aussi ont du sang sur les mains, d'une façon ou d'une autre, donc il y a toujours cet instinct de vouloir tuer ou de faire mal, c'est de dire, bon, si on veut une véritable force publique demain chez nous, en particulier la police et la gendarmerie, c'est de reconvertir tous ces militaires-là qu'on doit désarmer. Et la défense d'un territoire, elle se fait à des frontières, et il faut les envoyer à la frontière pour défendre le territoire. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'embêter à vouloir mettre des gens à la retraite d'office, puisque si dans l'équilibre démographique, c'est de dire il y aurait plus de gens d'une contrée du pays plus que d'autres, et ça, moi, je n'y crois pas du tout. Hein, je n'y crois pas du tout. En 2015, j'étais au pays, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mercenaires au pays, des Tchadiens, des Rwandais, des Burundais et autres. Donc, si ce sont que des Congolais qui constituent l'armée congolaise, moi, je n'y crois pas. Il y a plus d'étrangers qui sont dans cette armée-là. Donc, mettre les gens aux frontières pour ne plus voir de tenue dans la rue, moi, je pense que c'est une des solutions. L'autre solution, qui sera aussi radicale, c'est qu'il n'y ait plus de ministre de la Justice, et plutôt ministre de la Défense, plutôt, excusez-moi, demain au Congo-Brazzaville. Hein, plus de ministre de la Défense. Que le Premier ministre en soit donc
qu'il ait cette attribution-là de ministre de la Défense. Et pour finir, je dirais que la police qui va se substituer dans la reconversion à l'armée de demain, ce sera qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de commandement unique. Il faut décentraliser le commandement sur l'ensemble du territoire national. Voilà, j'en ai fait. Merci Christian.